Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de la Tribune du mardi et l'actualité nous maintient en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous y étions déjà la semaine dernière pour évoquer l'élection présidentielle, le premier tour de scrutin qui s'est déroulé justement malgré le boycott de l'opposition, un scrutin qui a eu lieu dans un climat de tension et de violence. Nous avons sur ce plateau pour discuter de la situation en Côte d'Ivoire après les derniers développements et que le président Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur de la présidentielle par la Commission nationale électorale indépendante. Eh bien, deux invités de marque. D'abord, André Silver-Conan, qui est journaliste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Et une juriste, Laurentine Aguier-Kofi, qui est également ex-vice-présidente de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme et actuelle présidente fondatrice d'une nouvelle ONG, le mouvement panafricain pour le civisme et les droits humains. Merci d'avoir répondu à notre invitation et pour marquer le coup, eh bien, nous allons revenir à cette une qui a été consacrée, c'est une consacrée à l'actualité en Côte d'Ivoire dans la revue des titres proposée par Robert Adandé. Mardi 3 novembre 2020, Côte d'Ivoire avec le jour plus présidentiel 2020, la communauté internationale salue le bon déroulement de l'élection. Et le patriote, celui de s'intéresser à la proclamation des résultats provisoires. Ouattara confirme le 1 coup KO, dit le journal. Mais pendant ce temps, l'opposition est vent debout avec le sursaut. Un rapport d'experts émet de sérieux doutes sur la crédibilité des élections, dit le journal. Lequel rapport revient également aux manchettes du quotidien d'Abidjan. Livrant leur rapport de fin de mission, les observateurs internationaux crucifient le régime. Avec le nouveau réveil, on passe à autre chose. Après le forcing manqué de l'opération électorale du 31 octobre, Bédié préside le Conseil national de transition. Un gouvernement de transition formé dans les prochaines heures, dit le journal. Et cette actualité fait également la manchette de l'héritage. Mise en place du Conseil national de transition civile, Bédié, le nouvel homme fort de la Côte d'Ivoire. Et le journal de commenter que comme en 2010, la Côte d'Ivoire irait vers deux gouvernements. Et ce sera tout pour aujourd'hui. La Côte d'Ivoire pourrait aller vers deux gouvernements après que l'opposition a annoncé la création d'un Conseil national de transition présidé par l'ancien président Henri Konan Bédié. André Silver-Conan, peut-on d'abord faire le bilan de cette journée d'élection qui a été en tout cas très mouvementée? Alors le 31 octobre, selon plusieurs observateurs, dont le WANEP et Indigo, qui est une structure, une ONG ivoirienne, près du quart des bureaux de vote n'étaient pas ouverts au cours de toute la journée du scrutin, près du quart. Et sur les trois autres quarts, bien sûr, il y a eu des violences et des incidents sur une partie des autres trois quarts, de sorte que pour revenir donc à la déclaration du centre Carter, qui était aussi observateur de scrutin, le scrutin s'est déroulé dans une ambiance, dans une mauvaise ambiance. C'était empreint de violence et manifestement n'était pas de nature à garantir un processus transparent et crédible. C'est pas ce que dit en tout cas la CEDEAO, qui estime que en dépit donc de certains qui avaient, en dépit de certains manquements, et bien le scrutin pour cette structure est globalement satisfaisant. Mais que prévoit la loi électorale en Côte d'Ivoire lorsque les élections sont émaillées de telles violences et qu'on peut le constater, notamment à travers les nombreuses vidéos devenues virales qui ont été publiées sur les réseaux sociaux?
Je crois que là, la question s'adresse à la juriste plus qu'à moi. Oui, justement, la question s'adresse plutôt à la juriste Laurentine Agui-Ekofi. En la matière, nous avons tous observé, nous avons souvenance que en 2010, lorsque les élections ont eu lieu, et nous nous souvenons douloureusement que ce sont les mêmes conditions de ces élections. On a le sentiment que c'est 2010 ou 2011 bis. Eh bien, lorsque des localités n'ont pas participé au vote, l'opposition d'alors, qui est aujourd'hui le parti au pouvoir, a exigé que les élections soient réorganisées dans ces localités. Et si on en revient, si on se place dans ces conditions, les élections n'ayant pas été couvertes dans plusieurs localités, je n'ai pas exactement le nombre, je n'étais pas sur le terrain, mais dans de nombreuses localités, il n'y a pas eu de vote parce que les urnes ont été emportées, les populations ne pouvaient pas se déplacer parce qu'il y avait de l'insécurité. Eh bien, tout cela fait dire que les élections n'ont pas eu lieu et en principe, une telle élection ne devrait pas être validée parce qu'il y a une bonne partie de la population ivoirienne qui n'a pas pu participer à cette élection. Alors que tous, nous avons les mêmes droits, nous sommes astreints aux mêmes droits, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre place, nous devons tous participer à l'élection. Donc je reviens pour dire que, en principe, les élections doivent être reprises dans ces localités. Voilà pour l'instant ce que je peux dire. Les élections devraient être reprises dans les localités où il n'y a pas eu vote et ça permet d'interroger le taux de participation. Mais on revient sur ce taux de participation qui est en débat actuellement après justement un mot du président de la Commission nationale électorale indépendante qui a rendu les résultats donnant la victoire au président Alassane Ouattara avec plus de 94% des suffrages. Ont obtenu Alassane Ouattara 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afi Nguessan Pascal 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Wadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara élu avec plus de 94% des suffrages selon la Commission nationale électorale indépendante. Il y a le taux de participation qui pose problème. C'est un taux de participation qui, du point de vue de l'opposition et de nombreux observateurs de la société civile, devrait à lui seul suffire à invalider cette élection. Je reviens pour dire que lorsque vous preniez les résultats annoncés par la CEI, vous vous rendez compte que il y a des résultats qui sont hallucinants. Mais hallucinants quoi? Vous n'avez qu'à prendre les résultats d'une localité, je ne me rappelle plus très bien laquelle c'est, mais exactement, où le porte-parole de la CEI nous donne un pourcentage de voix des élections, des électeurs, qui est plus élevé que le nombre de votants inscrits sur la liste. Mais hallucinant. Vous avez des endroits où personne, je dis bien personne, n'a pu voter. Et pourtant, on nous dit
que des observateurs, en tout cas, nous parlent d'élections qui se sont très bien déroulées. Prenez l'exemple le plus patent, c'est celui de... Excusez-moi si j'en ris parce que le sujet n'est pas drôle du tout, il est très sérieux. Mais prenez les résultats ou les commentaires, les observations fournies par les libéraux, les observateurs libéraux. Alors, à propos des observateurs, justement, nous allons en revenir dans un petit moment. Juste permettre à André Silver-Conan de nous dire comment il a perçu, justement, ce débat autour du taux de participation. On a le sentiment, et on va en reparler, qu'il n'y a pas du tout la même lecture, alors qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, heureusement, il est possible en temps et en heure de savoir ce qu'il se passe un peu partout. Vous savez, moi j'ai beaucoup mal au cœur. Je regarde ce scrutin avec beaucoup de peine. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire a organisé ses premières élections après le multipartisme en 1990. 30 ans après, on n'a jamais vu une élection pareille. C'est-à-dire que, et même pendant les premières consultations après le multipartisme, donc en 1990, on n'a pas vu cela. La Commission électorale indépendante est bien incapable de nous dire la méthode qu'elle a utilisée pour aboutir à ces résultats. D'autant que même quand on additionne les pourcentages obtenus par les 4 candidats, on est en deçà de 100%. Quand on additionne avec les bulletins blancs et les bulletins nuls, on est au-delà de 100%. Et donc, cela n'a aucun sens. Ça apparaît comme, pour la petite histoire, moi j'ai été observateur. J'ai été observateur pour le compte d'une organisation. Et j'étais analyste des documents, des informations qu'on recevait sur le terrain. Ça avait beaucoup de peine. Et je mets ma main au feu si la Commission électorale indépendante est capable de nous fournir des résultats détaillés par sous-préfecture et par département. Je vous dis que je mets ma main au feu, la Commission électorale indépendante sera incapable de le faire. Et donc, on a juste l'impression que c'est pour eux de la grosse rigolade. Ils se sont assis quelque part, ils ont produit des chiffres et puis bon, la vie continue pour eux. Mais comme Madame Adi l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas de la rigolade. C'est une nation. C'est la vie d'une nation qui est en jeu. Et malheureusement, au lieu de partir dans le sens du renforcement des acquis démocratiques, on est dans le cadre de la destruction des acquis démocratiques. Je vous dis qu'on nous a fait retourner plus de 30 ans en arrière, parce que même en 1990, la première élection issue du multipartisme, on n'a pas vu cela. Ça me fait mal au cœur. Et on en vient à ces observateurs. Il y a les observateurs de l'Union africaine, les observateurs de la CEDEAO qui ont, eux, eu un jugement, une lecture un peu différente que celle des observateurs de l'Union africaine qui ont considéré que malgré les manquements, eh bien, globalement, l'élection a été satisfaisante. Finalement, les observateurs, en général, vont toujours dans le sens du pouvoir. Dans le sens du pouvoir. Enfin, c'est le sentiment que beaucoup ont eu et c'est un peu ce qu'on a vu sur la toile à travers de nombreuses réactions. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez que ces observateurs souvent ne sont pas équidistants? Quand vous lisez, vous écoutez les observateurs, vous vous demandez s'il s'agit de la même élection qui s'est produite ici en Côte d'Ivoire ce 31 octobre 2020. Parce que les faits sont têtus. C'est peut-être l'analyse des faits qui peut différencier.
S'il a plu à Sidi Matiali aujourd'hui à 22 heures, on devrait pouvoir le dire, même si nous sommes 100 personnes à parler de la pluie qui est tombée à Sidi Matiali. Mais les explications pour qu'il ait eu 100 mg ou 100 litres d'eau à Sidi Matiali vont différer selon ma compétence, selon la formation que j'ai reçue. Donc, j'en reviens à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ainsi, les observateurs auraient pu observer pratiquement les mêmes choses. Au moins les faits. Mais il se trouve des observateurs qui nous disent que tout s'est bien passé. J'ai dit que lorsque j'ai écouté les observateurs dits libéraux qui sont venus en Côte d'Ivoire, je me suis demandé s'il s'agissait bien de ma Côte d'Ivoire. Parce que partout, aujourd'hui, on ne peut rien cacher. Il y a les réseaux sociaux. Vous êtes à 1000 lieues d'ici et nous pouvons parler, nous pouvons nous écouter, nous pouvons nous voir. Et de la même façon. Et quels sont les endroits, quelles sont les localités où le vote a pu se dérouler normalement? À Abidjan, il y a eu quelques endroits où le vote s'est déroulé. Dans le nord, il y a eu des endroits où le vote s'est bien déroulé, relativement, dans certaines zones. Mais dans la plupart des zones, j'ai regardé, j'étais scotchée à Internet puisque je n'ai pas pu aller sur le terrain. J'avais été contactée pour être observateur, mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Bon, les raisons, je ne peux pas vous le dire. Bref, on était scotchés aux réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, mais on a les informations que des observateurs. Et ils nous disent tranquillement, tout de go, au moment où nous passions, aux endroits où nous passions, on n'a observé aucune anomalie. Mais, je me répète, ahurissant, quoi. Et vous verrez plus tard, vous pouvez encore consulter les réseaux sociaux, mais les réseaux sont inondés de photos de ces libéraux, de ces observateurs libéraux qui nous apprendons, et lorsque justement on fait les recoupements, font partie d'un même mouvement que le parti au pouvoir. Ils étaient même, on a vu les photos, mais c'est avéré. Il y a eu des observateurs neutres, André Silver-Conan. Enfin, si on considère la présence des observateurs, notamment de l'Union africaine, de la Fondation Carter, de la CEDEAO. Alors, moi, vous voyez, concernant prenez le communiqué de la CEDEAO, vous verrez ils vous ont dit qu'ils ont déployé 45 observateurs, 45, ce qui est quand même assez minime, alors que vous aviez par exemple une organisation comme le ONEP Côte d'Ivoire qui avait déployé 680 observateurs. Et la CEDEAO vous dit que ces observateurs qui partaient à Yamoussoukro ont dû rebrousser chemin et sont revenus à Abidjan parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à la capitale. OK? Cela veut dire que les observateurs de la CEDEAO se sont juste contentés de rester à Abidjan. Et quand vous prenez leur communiqué, ça transparaît. Ils disent, dans les bureaux observés, c'est très subtil ce qu'ils ont dit, dans les bureaux observés à Abidjan, et à part quelques endroits, il n'y a pas eu beaucoup d'incidents. Et donc, ils ont bien choisi les bureaux où ils se sont rendus. Et ils déclarent n'avoir rien constaté dans ces bureaux. C'est cynique, c'est cruel, c'est méchant. Je veux dire, c'est une injure au peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que une quarantaine de personnes décident d'aller à Cocody. Généralement, il n'y a pas beaucoup de violence à Cocody. Hein, c'est donc la commune UP de Côte d'Ivoire. Où le taux de participation, je vous donne un exemple, avant que le président n'aille voter dans son bureau de vote, il y avait 7 personnes qui avaient voté. 7 personnes, je vous dis que j'ai été observateur, 7 personnes avaient voté dans le bureau où le président de la République a voté
à 11h, voyez-vous, et donc c'est très facile d'aller à Cocody, dans la commune la plus épais, la plus sécurisée aussi, et de dire, dans les bureaux où nous nous sommes rendus, nous n'avons rien constaté. Donc, l'élection s'est très bien passée, mais c'est malhonnête, excusez-moi, mais c'est malhonnête, c'est criminel, c'est insultant. Voilà. Et donc, il y a eu effectivement d'autres observateurs indépendants, dont par exemple le Centre Carter et l'Institut EISA, je me rappelle plus très bien le Centre Carter qui a l'habitude d'observer les élections oui, sur le continent. Effectivement, et donc qui a fait dans un document, je crois, de plus de 60 pages, qui a relevé d'immenses irrégularités et a décrété et a conclu que ce n'était pas du tout démocratique. Voilà. Le Centre Carter s'était appuyé sur une ONG qui avait des centaines d'observateurs. Donc, quand la CEDEAO nous dit avec 45 observateurs, nous n'avons pas pu franchir Yamoussoukro, nous sommes juste restés à Abidjan, et donc nous concluons que l'élection s'est très bien passée, c'est vraiment insultant. C'est vraiment insultant. Mais je veux faire remarquer que oui, les missions d'observation des organisations régionales et continentales en Afrique n'ont jamais, sauf erreur de ma part, n'ont jamais conclu que les élections en Afrique s'étaient passées de mauvaise manière. Et pourtant, plus de 30 ans après le retour au multipartisme dans la plupart des pays en Afrique, nous sommes encore dans des élections organisées dans des conditions calamiteuses sur le terrain. Voilà, c'est vraiment une insulte. Alors, le président de la mission d'observation de la CEDEAO, Cheikh Hadjibou Soumaré, a regretté les incidents qui ont émaillé ce premier tour d'élection, en indiquant bien sûr que dans certains bureaux, comme vous l'avez mentionné, il a été possible de voter, mais il a quand même indiqué que ces incidents ont fortement porté atteinte à l'évolution, à la démocratie, à l'évolution de la démocratie. Vous y voyez une forme de subtilité pour ne pas en venir à l'essentiel, comme le pensent certains, parce que il est reproché à la CEDEAO en Côte d'Ivoire, aux observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine, ce qui est reproché également dans d'autres pays, comme en Guinée récemment, de ne pas être en capacité de dire si le scrutin est un scrutin crédible ou pas, simplement. Mais moi, je dirais qu'il faut désormais sortir des subtilités et autres de nos diplomates. Parce que la vie de la nation ivoirienne est en péril. Et vous avez cité de d'autres pays africains. Vous venez pour une mission. Ça me fait penser à un terme souvent utilisé pour parler de nos institutions africaines, régionales. Nous avons de grands professeurs en matière de droit international en Côte d'Ivoire, qui ont pu ainsi dire qu'il s'agit de syndicats, de chefs d'État. Mais lorsque des personnes sont envoyées pour venir soutenir leurs confrères, leurs collègues du syndicat, on s'attend à ce genre de résultat. La CEDEAO en Côte d'Ivoire n'a pas joué son rôle. Je suis désolée. On sera peut-être cloué au pilori plus tard, peut-être. Mais peut-être est-il aussi temps de ne pas emprunter des tournures diplomatiques et de dire les choses telles qu'elles sont. S'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire, si l'élection a été émaillée d'incidents, mais vous êtes là pour observer, pour le dire, pour qu'on puisse sortir de là. Et j'abonde dans le même sens que M. Konan pour dire que la démocratie en Côte d'Ivoire a connu un recul mais extraordinaire. Même au temps du parti unique, on n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire, ça fait 5 ans. Ça fait 30 ans que je milite pour les droits humains. Mais
Les droits humains doivent être respectés, ce n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. J'entends souvent dire, mais allons aux élections dans les urnes, on verra qui va gagner. Mais lorsqu'on ne fait pas confiance aux institutions qui doivent réguler l'élection, comment voulez-vous qu'on aille à des élections? Mais le pouvoir a rejeté la responsabilité des violences sur l'opposition. On a entendu... mais cette responsabilité, elle doit être partagée. Adama Bictogo rappelait que l'opposition a appelé aux violences, notamment autour des bureaux de vote. En mon sens, cette responsabilité doit être partagée et elle doit être même plus accrue au niveau du parti au pouvoir. Je m'explique. Un État, un gouvernement a le devoir, a l'obligation d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Ce faisant, cet État doit s'arranger pour que les conditions, je veux dire au niveau des textes, au niveau des lois, au niveau de la Constitution, tout cela puisse concourir à des élections transparentes, justes, équitables. Mais qu'est-ce qu'on a observé? Nous avons tous observé que non, il n'y avait pas de dialogue en Côte d'Ivoire. L'État s'assoit, il prend des décisions et il appelle les autres à concourir. Mais je suis contre les violences. Je ne partage pas. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire qu'il est militant des droits de l'homme et qui fait l'apologie de la violence, des tueries. Mais alors, respectons les autres. Respectons les droits des autres. C'est pas au dernier moment qu'on va appeler les autres à venir discuter quand on se rend compte que ça tourne au vinaigre. C'est dès le départ. Pourquoi ne nous asseyons-nous pas pour discuter? Le parti au pouvoir, les opposants, la société civile, toutes les forces vives de la nation, pour qu'on puisse échanger. Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Avec combien? À la clé, plus de 30 morts? Mais je rejoins M. Conan pour dire que j'ai mal au cœur, j'ai mal à ma Côte d'Ivoire. On a cessé de tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, on risque d'aller là, on risque. Mais non, on y va tête baissée. Et maintenant, c'est facile de se mettre devant tout le monde, après avoir fait les battes en guerre, pour dire ah non, la responsabilité incombe à tel. Ah non, la responsabilité incombe à nous tous qui devions jouer notre rôle et beaucoup plus à l'État de Côte d'Ivoire qui avait la destinée de la nation entre les mains. André Silver Conan, au point où on en est, comment arriver à sauver la situation si les acteurs politiques ne se mettent pas autour d'une table? Alors, au moment où je vous parle, je reçois des informations et des vidéos sur le fait que la police a assiégé la devanture de la résidence d'Henri Konan Bédié. Les journalistes qui s'y étaient rendus pour couvrir une déclaration ont été repoussés à cause de gaz lacrymogène. Pour dire que, pour moi, je vois plusieurs options. La première, bien sûr, c'est, même si elle paraît improbable, elle n'est pas impossible, c'est la démission du président Alassane Ouattara. Pour que nous partions, nous engagions donc la Constitution. Si le président Alassane Ouattara démissionne, tout de suite la Constitution va sera suspendue en route. Non, pas suspendue. Bien au contraire, le Premier ministre va assurer l'intérim et bien sûr, il pourra se charger donc de former un gouvernement d'union nationale, d'aller à la réconciliation, de chercher à organiser des élections transparentes. C'est la première option. Pour moi, elle est improbable, mais pas impossible. La deuxième option, pour moi, serait que le président Alassane Ouattara, je rejoins donc Mme Adie Kofi, qui en appelle donc au dialogue. Voyez-vous, je suis de ceux qui, depuis des mois, lance l'alerte pour dire s'il n'y a pas de consensus, nous fonçons tout droit dans le mur. Je suis vraiment très en peine
aujourd'hui, nous fonçons tout droit dans le mur. Mais on avait l'impression que le pouvoir, RHDP donc, voulait juste opérer un passage en force, et puis bon, après, on verra. Bref, la deuxième option pour moi consiste donc pour le président Alassane Ouattara de nommer un premier ministre issu de l'opposition. Qui va donc se charger aussi justement d'avoir les mêmes missions que j'ai décrites un peu plus avant. La troisième option, c'est que le président Alassane Ouattara, donc qui reste toujours président, nomme donc un vice-président, un vice-président assez fort, donc qui aura un vice-président fort avec des prérogatives constitutionnelles. Justement, avec des pouvoirs renforcés, mais un vice-président acceptable ou accepté par tous. Donc, un vice-président qu'il nomme donc à l'issue des discussions, justement, donc un vice-président accepté et acceptable par tous, accompagné d'un premier ministre issu, par exemple, de la société civile. Et la quatrième option pour moi, qui paraît aussi improbable, c'est que le président Alassane Ouattara et l'opposition se mettent ensemble pour désigner un président de la transition. Je dis qu'elle paraît improbable, mais pour moi, ce sont des options qu'il ne faut pas écarter. Un président de la transition, mais dans ce cas, on n'est plus dans la Constitution. C'est juste que cela doit se faire dans un cadre consensuel. Un président qui va se charger donc d'organiser la transition et de faire adopter une nouvelle constitution, parce que cette constitution elle est mauvaise. La preuve, c'est que le président lui-même a annoncé qu'il va la changer. La réconciliation nationale, le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques, une commission vraiment indépendante, l'organisation d'une élection transparente. Voilà, pour moi, tout cela est possible si les acteurs acceptent de s'asseoir autour d'une table de discussion. Comme dans tous les cas, ça ne va pas manquer parce que ils seront bien obligés de s'asseoir un jour. Ils seront bien obligés de s'asseoir un jour. Laurentine, à Guékofi, nous avons eu hier la déclaration de l'opposition autour de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui a mis en place un conseil national de transition et qui devrait dans les prochaines heures former un gouvernement de transition. Alors on est dans un schéma où ça pourrait se jouer au rapport de force. Absolument. Et tout à l'heure, Pierre Konan, en parlant d'hypothèse de travail, concluait pour dire cela paraît improbable. Mais justement, c'est dans cela que nous sommes. Des choses qui ne peuvent pas se faire, même quand on y pense. On aurait fait l'économie de tous ces morts si on s'était assis pour y penser. Aujourd'hui, c'est vrai, plusieurs personnes disent que la transition n'est pas inscrite dans notre Constitution. Mais devant cette situation, que faire? L'idéal, on ne peut pas refaire le monde, mais l'idéal aurait été que les deux partis au pouvoir, et l'opposition s'asseyent pour trouver une solution. Mais aujourd'hui, on est au pied du mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Sylvain Konan a dit tout à l'heure que j'ai reçu également, pendant qu'on parlait, je reçois des informations pour nous dire que les domiciles, depuis hier nuit, tard nuit, on était tous stressés. Qu'est-ce qui va encore advenir de notre pays? Les domiciles des opposants étaient assiégés, il y avait des tirs. Est-ce vrai? Pas vrai, mais en tout cas, les réseaux sociaux s'en sont saisis. Peut-être faudra-t-il que la communauté internationale se saisisse de cette affaire également,
que la communauté régionale. Mais là encore, je suis bien embêtée parce que lorsque vous parlez de quelle communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU? Je parle de l'ONU. Je parle de l'ONU, je parle encore parce que ce sont malgré tout nos institutions africaines, de l'Union africaine, de la CEDEAO. Mais quand je fais appel à ces institutions, je suis très embarrassée parce que la Cour africaine des droits de l'homme, lorsqu'elle prend des décisions, je dis bien des décisions qui sont applicables, mais ces décisions sont foulées aux pieds. Notre président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, a dit que ces décisions ne s'appliqueraient pas en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas le choix. Ce ne sont pas des recommandations. La Cour prend des décisions qui s'appliquent, pas des recommandations. C'est la Commission africaine qui prend des recommandations. Donc, quand on fait appel, je disais, à nos institutions africaines, je suis encore embarrassée parce qu'on n'a pas confiance. Vous avez vu les observateurs de la CEDEAO. Je ne dirais pas qu'ils sont venus faire un cinéma. Finalement, André Silver-Conan, comment résoudre le problème s'il y a cette crise de confiance entre les acteurs politiques? Ils devraient pouvoir surmonter les égos et se parler, surtout que dans le contexte actuel, il y a de très mauvais souvenirs qui remontent à la surface avec déjà ces disparus, cette trentaine de victimes. Est-ce qu'il n'y a pas une personnalité politique majeure qui pourrait se hisser au-dessus de la mêlée et arriver à réunir tout le monde? Il y en a certainement, mais il faudrait que les acteurs eux-mêmes veuillent qu'on les réunisse. Voilà. Et en l'occurrence, le pouvoir a beaucoup plus de pouvoir donc que l'opposition. Il suffit aujourd'hui que le président Alassane Ouattara dise un seul mot et la situation va changer de visage, voilà. Donc, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de personnalité en Côte d'Ivoire pour amener les uns et les autres à la table de discussion, mais c'est la volonté des acteurs qui manque. Mais il y a eu des discussions, il a été rapporté que des discussions très avancées ont eu lieu avant le premier tour de l'élection présidentielle pour envisager la mise en place d'une transition. Ces discussions ont achoppé sur certains points. Est-ce que elles vont être remises de fait sur la table par l'opposition qui a pris un peu d'avance en annonçant la formation de ce conseil de transition? Non, moi je vous dis clairement, la position du RHDP au pouvoir, c'est pas de transition. Voilà. Et donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que, enfin, non, je n'ai pas connaissance de cette information et je vous assure que je suis très informé. Je n'ai pas du tout. On peut vous croire. Pas du tout. Donc il n'y a pas eu de discussion avant le premier tour de l'élection présidentielle entre le pouvoir et l'opposition. Non, en tout cas pas concernant une transition. La discussion qui a eu lieu, c'est le ministre de la décentralisation, enfin de l'administration des territoires, malheureusement décédé, qui avait convié donc les opposants à une discussion, mais ciblée sur la présidentielle, que contestait déjà une partie de l'opposition, et donc l'opposition dans sa majorité avait boycotté cette initiative. Voilà, c'est tout. Sinon, une discussion entre l'opposition et le pouvoir pour une transition, dans le cadre d'une transition, non. D'accord. Donc, je n'ai pas non plus connaissance de cette information. Comme dit M. Conan, non, on n'en a pas entendu parler puisque le pouvoir ne veut pas entendre parler de transition. Donc, non, c'est peu probable. Raison pour laquelle, justement, je pense que les opposants ont dû aller à cette solution de la transition avec
les éléments qu'ils ont à leur possession. Non, mais bien sûr que la Côte d'Ivoire regorge de personnalités qui peuvent réunir les antagonistes et les antagonismes pour qu'on puisse trouver une solution. Mais encore faudrait-il qu'on veuille bien les consulter, qu'on veuille... c'est dommage, les deux camps sont arc-boutés sur leur position, malheureusement pour la population qui en paye les pots cassés. Une fois encore. La population en paye les pots cassés. Et actuellement, qu'en est-il globalement de la situation à travers le pays? Est-ce que vous sentez une certaine crispation chez les populations, pas seulement à Abidjan, mais eu égard au feedback que vous avez à l'intérieur du pays par rapport à ce climat? Ah oui, absolument. Absolument, on est peut-être dans la capitale, mais nous avons des parents à l'intérieur qui remontent les informations, qui remontent les vidéos, qui remontent les craintes, qui remontent. On a des vidéos de villages, de maisons, de campements qui sont brûlés, des personnes qui s'enfuient vers les campements à l'intérieur pour échapper à la furie de d'autres populations. Mais tout ça, ça fait craindre le pire. Est-ce que le pire n'est pas à notre porte déjà? Ça nous fait craindre que si ça se poursuit de cette façon, les conséquences vont peut-être être plus dramatiques que ce qui s'est passé en 2010-2011. Mais comme je dis, la vie humaine est tellement importante, est tellement chère, parce que lorsqu'on ôte la vie à une personne, il ne reste plus rien à cette personne, il ne reste même plus la personne. Donc, autant Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara a le droit de vivre, autant j'ai le droit de vivre, autant le président Bédié a le droit de vivre, autant X ou Y qui se retrouve à Wongolo-Fitini ou à l'épée ou à je ne sais où a le droit de vivre. Respectons donc la vie humaine. Il a été relayé sur les réseaux sociaux et vous l'évoquiez tantôt, l'information selon laquelle les résidences des responsables de l'opposition ont été assiégées. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles en tant que défenseuse des droits de l'homme? Qu'en est-il de leur sécurité aujourd'hui? Mais justement, nous ne savons pas grand-chose. C'est un imbroglio total. Depuis hier nuit, comme je vous disais, nous avons reçu des vidéos pas très claires parce que ça se passe dans la nuit, où des personnes crient à l'aide parce que les domiciles des principaux leaders de l'opposition seraient attaqués. Tout à l'heure, ce matin, j'ai également eu des vidéos qui disent que des personnes ont été, notamment les journalistes qui ont été conviés, comme le disait M. Conan, qui ont été conviés à cette conférence de presse qui devrait être animée par le président Bédié, dit-on. Toutes ces personnes ont été dispersées. Donc, ça fait craindre le pire. Qu'est-ce qu'il en est? C'est pour ça que je disais qu'on appelait à la communauté internationale. Quand je parle de communauté internationale, au moins pour faire une espèce de force tampon, pour protéger les uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de gouvernement de transition. C'est l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement qui a la force militaire, la force policière. Donc, il ne faut pas que ceux qui sont là utilisent cette force pour brimer les autres. Peut-être est-il temps qu'on arrête les hostilités là où elles sont arrivées et qu'on continue, on discute. Parce que de toutes les façons, quand on aura cassé les œufs, il va falloir ramasser le tout pour coller un peu pour voir ce qui peut être fait. Donc peut-être qu'il faut commencer. André Silver-Conan, la plateforme de l'opposition semble déterminée et en face, il y a, si on s'en tient aux déclarations, notamment des représentants des autorités, eh bien, il semble aussi qu'il y a une grosse détermination à faire respecter l'ordre public. Finalement, ça pourrait aboutir à quoi, cette configuration? Est-ce qu'il y a réellement des risques de se retrouver à ce qu'il s'est passé en 2010-2011?
Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Je ne peux pas prévoir. Personne ne peut prévoir aujourd'hui comment les choses vont évoluer. Il n'empêche, nous sommes dans un cadre où il y a une tension, mais bien visible, où la violence est là. Je ne sais pas si il y a une élection en Afrique, dans un pays qui n'est ni en crise majeure, qui n'a pas de rébellion, qui n'est pas coupé en deux, qui ne sort pas d'une guerre récente, parce que quand même la rébellion remonte à plus de 10 ans. Je ne suis pas sûr qu'en Afrique il y a eu une élection organisée dans des conditions aussi catastrophiques au cours de ces dernières années. Et donc, il faut craindre des développements, mais spectaculaires. Parce que la crainte aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, j'utilise cette expression, ce néologisme, c'est que on court vers une miliciation du pays. C'est-à-dire que des milices aujourd'hui... Formées de part et d'autre. Formés de part et d'autre. D'un côté, des jeunes gens en conflit avec la loi Anne-Grive qui s'étaient eux-mêmes baptisés microbes, proches donc du pouvoir. Et puis, de l'autre côté, les jeunes qui sont sur les routes, qui barrent les voies, donc vont se former, vont finir par être des groupes d'autodéfense. Et ces groupes d'autodéfense vont finir par chercher à s'armer et devenir des milices. Et malheureusement, ce qui est plus grave qu'en 2010, où c'était deux armées qui s'affrontaient, aujourd'hui, les affrontements glissent vers des violences intercommunautaires. Ça fait peur. Ça fait peur. Effectivement, c'est un risque énorme et là, encore une fois, la communauté internationale, notamment les organisations sous-régionales, sont attendues. La fermeté qui a été exercée dans certains pays devrait l'être aussi dans d'autres pour faire respecter la loi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, mais vous disiez André Silver-Conan que c'est improbable, une possibilité de reprendre cette élection présidentielle par extraordinaire? Ça, c'est si le président Alassane Ouattara le veut. Vous voyez, il a beaucoup plus de responsabilités aujourd'hui. C'est lui qui a le pouvoir de la décision. Voilà, il a le pouvoir de la décision et sa décision peut permettre donc d'envenimer la situation, de durcir la situation, de radicaliser les uns les autres ou de ramollir la situation. Voilà, mais je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui dans une option de reprendre les élections. Je pense plutôt qu'il est dans l'option d'organiser son investiture. Eh bien, l'actualité en Côte d'Ivoire, en tout cas, sera suivie avec beaucoup d'attention encore par votre chaîne panafricaine Label Radio et Télévision, en espérant un dénouement heureux à cette crise naissante. On va vous donner l'occasion à vous, Laurentine Aguié-Kofi, de conclure avant André Silver-Conan. Vous êtes défenseuse des droits de l'homme. Et votre voix devrait être entendue pour éviter au pays des morts inutiles, parce que pour faire avancer la démocratie, il n'en a certainement pas besoin. Je voudrais me faire le porte-voix des sans-voix, des personnes mutilées, blessées, tuées. C'est vrai. La démocratie, pour arracher la démocratie, il y a des sacrifices à consentir. Mais plusieurs pays ont déjà fait ce pas, ont consenti à ces sacrifices. Nous avons vu. Nous pouvons en prendre de la graine. Nous n'avons pas besoin encore, mais la Côte d'Ivoire a fait également cette expérience. Nous n'avons plus besoin de passer par là. Et il y a quelques mois, en décembre dernier, j'avais adressé par une vidéo, j'en faisais, j'ai arrêté parce que c'était devenu dangereux, des vidéos
que j'adressais à nos gouvernants. Et dans l'une des vidéos, j'adressais une supplique au président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, en lui demandant de ne pas briguer un troisième mandat. Et j'étais l'une des personnes, c'est vrai que ma voix n'est pas la meilleure, la plus intéressante à écouter, mais j'adressais, disais-je, au président de la République une supplique. J'ai également félicité M. le président de la République lorsqu'il avait décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara nous dit que c'est un sacrifice auquel il a consenti en décidant de briguer ce troisième mandat. Mais je voudrais encore une fois solliciter le président de la République en lui demandant de consentir à un sacrifice autre que celui auquel il a consenti en briguant ce mandat. S'il consentait à réunir en tant que président de la République sortant, à réunir les autres parties vives de la Côte d'Ivoire et qu'il discutait, je pense que nous sommes doués d'intelligence pour savoir ce que la nation ivoirienne recherche, ce dont on a besoin. Nous avons besoin de paix. La paix, ce n'est pas les slogans, ce n'est pas un vain mot. Respectons les droits de l'homme, car ils sont sacrés, ils sont innés. Voilà ce que j'avais à dire. Respectons les droits de l'homme, la vie humaine. Et le défunt président Houphouët-Boigny aimait à répéter que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Alors André Silver-Conan, il faudrait faire la paix des braves? Absolument. On n'a pas d'autre choix. On a une nation à construire. On a un pays à développer. Malheureusement, dans cet environnement-là, il n'y a rien. Voilà. Aujourd'hui, les commerces sont très souvent fermés. Les transports est lent. Enfin, les activités tournent au ralenti. Certaines entreprises même songent à fermer. Bref, on ne construit pas une nation dans cette ambiance-là. Et donc, les acteurs seront bien obligés d'aller à la case de discussion. Et malheureusement, on n'en est pas encore là. Et malheureusement, les morts s'accumulent. On est dans une sorte d'état de guerre. Je ne dis pas qu'on est en guerre, mais on est dans une sorte d'état de guerre. Parce que quand vous faites le point depuis le début, on a une bonne centaine de morts déjà. Voyez-vous, en 2010, c'est comme ça qu'on a atteint les 3000 morts. Voilà, c'est comme ça qu'on a atteint les 3000 morts parce que, pour la bonne histoire, la guerre n'avait pas éclaté dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Et donc, on est dans une sorte d'état de guerre. Qu'est-ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Et ça, je l'ai dit de façon très constante. Qu'est-ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? On a envie de construire une nation ou bien on a juste envie de s'abouter sur des privilèges circonstanciels? Il est important que les acteurs aillent à la discussion parce que de toutes ces conséquences, il y a une cause, c'est le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Et donc, il faut que les acteurs s'asseyent pour discuter de cette cause et en sortir un consensus pour la Côte d'Ivoire. Nous entendons bien André Silver-Conan et c'est votre mot de fin, discuter et trouver un consensus pour permettre au pays de sortir de cette crise. Je rappelle que nous avions pour ce numéro de la Tribune du mardi comme invité sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire, Laurentine Aguier Kofi, pardon pour cette voix enrouée par une légère grippe, ex-vice-présidente de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, actuelle fondatrice d'une ONG, le mouvement panafricain pour le civisme et les droits humains, et André Silver-Conan, journaliste, écrivain, analyste politique, qui est très connu du public africain. Merci d'avoir été des nôtres et surtout à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir renouvelé votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale.